Tu ne vas pas t'asseoir » ai-je demandé à mon fils. Il a ri. Il a pris le pain sur la table, l'a déchiré en petits morceaux et a jeté les miettes par terre, une à une. Puis il a pointé du doigt vers elle. « Mange !» Je n'ai pas compris. Il s'est approché, a baissé le ton, comme quelqu'un qui donne une leçon. « Mange par terre. Tu ne mérites même pas une gamelle. » À cet instant, j'ai pris une décision qui changerait tout. Bonjour à tous. Je m'appelle Isabelle, j'ai 67 ans, et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire la plus difficile de ma vie. Une histoire de douleur, de trahison, mais aussi de rédemption. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à me dire dans les commentaires d'où vous nous écoutez. Cela me fait toujours plaisir de savoir que vous êtes là, avec moi. Merci infiniment. Commençons. La lumière faible de février entrait par les grandes fenêtres de l'appartement. C'était un soir gris, froid, typique de Paris en hiver. L'appartement du 16e arrondissement où j'habitais depuis 30 ans semblait plus vide que jamais. Le parquet en bois craquait sous mes pas, tandis que je posais 2 assiettes sur la table de la salle à manger. L'odeur du coq au vin que j'avais préparé avec soin remplissait l'air. J'avais mis la table avec attention, comme je le faisais toujours quand Sébastien venait dîner. Des serviettes en tissu, les couverts en argent que mon mari Jacques m'avait offerts il y a des années. Je voulais que tout soit parfait. Je regardais la chaise vide en face de moi. Sébastien était dans le salon, debout près de la fenêtre, un verre de cognac à la main. Il portait un costume sur mesure, une montre suisse au poignet qui brillait sous la lumière du lustre. Mon fils avait toujours aimé les belles choses. Trop, peut-être. Depuis la mort de son père il y a 2 ans, quelque chose avait changé en lui, quelque chose de profond et de sombre. « Tu ne vas pas t'asseoir » ai-je demandé d'une voix douce, presque suppliante. J'espérais encore, à ce moment-là, que nous pourrions avoir un dîner normal, que nous pourrions parler comme une mère et son fils. Mais Sébastien a ri, un rire froid, coupant, qui m'a traversé comme une lame. Il a posé son verre sur la table basse, s'est approché de la table et a pris le pain artisanal que j'avais acheté au marché de Montmartre le matin même. Puis il a commencé à le déchirer, lentement, méthodiquement, en petits morceaux. Il les a jetés par terre, un à un, comme s'il nourrissait des pigeons dans un parc. Le bruit des miettes tombant sur le parquet résonnait dans le silence. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Mes mains tremblaient. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Sébastien a pointé du doigt vers les miettes éparpillées sur le sol. « Mange !» a-t-il dit d'une voix basse, presque un murmure. Je l'ai regardé, incapable de parler. « Quoi ?» ai-je murmuré, les larmes commençant à monter dans mes yeux. Il s'est approché encore plus près, s'est baissé jusqu'à être à la hauteur de mon visage. Son haleine sentait l'alcool. Ses yeux étaient froids, durs, vides d'amour. « Mange, pars, terre », a-t-il répété en détachant chaque mot. « Tu ne mérites même pas une gamelle. » J'ai reculé, choqué, horrifié. Mes jambes ont faibli. Il s'est redressé, a pris son manteau Burberry posé sur le canapé. « Tu aimes ces clébards plus que moi », a-t-il craché avec mépris. « Alors vis comme eux !» La porte a claqué. Le bruit a résonné dans tout l'appartement. Je suis tombée à genoux sur le parquet froid. Les larmes coulaient librement maintenant, silencieuses, douloureuses. Je regardais les miettes de pain éparpillées devant moi. Comment en étions-nous arrivés là? Comment mon fils, mon propre fils, était-il devenu cet homme cruel? Les souvenirs ont commencé à affluer. Ce n'était pas la première fois. Il y a 3 mois, dans un restaurant chic à Saint-Germain-des-Prés, Sébastien avait crié sur moi parce que j'avais bloqué sa carte de crédit. « Tu as coupé ma carte ?»« Vieille radine !» avait-il hurlé devant tous les clients. Les gens nous regardaient. J'avais baissé la tête, humiliée, honteuse. 6 mois auparavant, il m'avait poussé contre le mur dans le couloir de cet appartement. « Cet argent est à moi. Papa l'a laissé pour moi. Tu n'as aucun droit. » Il avait craché près de mes pieds avant de partir en claquant la porte. Depuis la mort de Jacques, Sébastien ne parlait que d'argent, de l'héritage, de ce qui lui revenait de droit. J'avais essayé d'être patiente, compréhensive. J'avais essayé de lui expliquer qu'il y avait des conditions, des règles à respecter.
Mais il ne voulait rien entendre. Il était devenu obsédé, aveuglé par la cupidité. Et maintenant, il m'avait traité comme un animal. Je suis restée là, à genoux, pendant ce qui m'a semblé une éternité. Puis quelque chose en moi a changé. Une force que je ne connaissais pas a émergé du plus profond de mon être. Je me suis relevée lentement. J'ai essuyé mes larmes avec le dos de ma main. Mon regard s'est posé sur le téléphone dans le salon. J'ai marché jusqu'à lui, j'ai décroché le combiné et j'ai composé un numéro que je connaissais par cœur. La voix de Maître Lefebvre a répondu après 2 sonneries. « Allô ? Maître Lefebvre », ai-je dit d'une voix ferme que je ne me connaissais pas. « J'ai besoin d'activer la clause. Maintenant. » Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis il a dit « Êtes-vous certaine, Isabelle ? Une fois activée, il n'y a pas de retour en arrière. » J'ai regardé les miettes de pain sur le sol. J'ai pensé à Jacques, à ses dernières paroles à l'hôpital. J'ai pensé à l'homme que mon fils était devenu. « J'en suis certaine, » ai-je répondu. Mon mari avait prévu cela. Il connaissait son fils mieux que je ne voulais l'admettre. Maître Lefebvre a soupiré. « Très bien. Venez demain matin à mon cabinet. Nous allons tout préparer. » J'ai raccroché. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti un poids se soulever de mes épaules. Jacques m'avait laissé une arme, et j'allais l'utiliser. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Le ciel de Paris était gris, comme toujours en février, mais quelque chose en moi avait changé. J'ai pris une douche, je me suis habillée avec soin, une robe sobre, un manteau de laine noire, mes chaussures les plus confortables. J'ai attaché mes cheveux grisonnants en un chignon serré. Dans le miroir de l'entrée, j'ai vu une femme de 67 ans fatiguée, blessée, mais debout. Encore debout. J'ai pris le métro jusqu'à la rue de Rivoli. Le cabinet de Maître Lefebvre se trouvait dans un immeuble haussmannien élégant, avec vue sur le jardin des Tuileries. J'avais connu cet homme pendant plus de 30 ans. C'était lui qui avait géré toutes les affaires de Jacques, nos testaments, nos investissements. C'était un homme d'une intégrité rare, et Jacques lui faisait entièrement confiance. La secrétaire m'a fait entrer immédiatement. Le bureau de Maître Lefebvre était exactement comme je m'en souvenais. Des meubles en acajou, des bibliothèques remplies de codes juridiques reliés en cuir, une odeur de papier ancien et de cire d'abeille. Il était assis derrière son grand bureau, ses lunettes de lecture posées sur le bout de son nez. Quand je suis entrée, il s'est levé et m'a serré la main avec chaleur. « Isabelle, » a-t-il dit doucement. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Je me suis assise dans le fauteuil en face de lui. Mes mains étaient posées sur mes genoux, serrées l'une contre l'autre. Maître Lefebvre m'a observé pendant un long moment, puis il a retiré ses lunettes et s'est penché en avant. « Êtes-vous absolument certaine de vouloir faire cela ?» a-t-il demandé d'un ton grave. « Une fois que nous activerons la clause, il n'y aura aucun retour possible. » J'ai pris une profonde inspiration. « Je suis certaine, » ai-je répondu. Mon fils m'a traité comme un chien hier soir. Il a jeté du pain par terre et m'a dit de le manger. Ce n'était pas la première humiliation, mais c'était la dernière que j'accepterais. Le visage de Maître Lefebvre s'est durci. Il a hoché la tête lentement, puis il a ouvert un tiroir fermé à clé de son bureau. Il en a sorti une enveloppe scellée avec de la cire rouge. Le nom de Jacques était gravé en lettres dorées sur le sceau. Mon cœur s'est serré en voyant l'écriture de mon mari. Maître Lefebvre a brisé le sceau avec précaution et a retiré plusieurs pages d'un document dactylographié. Jacques a laissé des instructions très spécifiques, a-t-il commencé. Son patrimoine total s'élève à 4 200 000 €. Cela inclut l'appartement de Paris, la maison en Provence, les actions, les comptes bancaires, tout. J'ai écouté en silence. Je connaissais ces chiffres, bien sûr. Jacques et moi avions tout construit ensemble au fil des années. Mais Sébastien ne recevra pas tout d'un coup, a continué Maître Lefebvre. Et il y a des conditions. 4 clauses très précises. Il a ajusté ses lunettes et a commencé à lire. Votre mari aimait profondément votre fils, Isabelle. Mais il craignait que Sébastien ne se perde dans la cupidité. Il voulait lui donner une chance de devenir l'homme qu'il était censé être.
J'ai senti les larmes monter, mais je les ai retenues. Je devais être forte. Pour Jacques, pour moi-même. « Dites-moi tout », ai-je murmuré. Maître Lefebvre a hoché la tête et a commencé à lire le testament. Sa voix était calme, mesurée, mais chaque mot résonnait dans mon cœur comme un coup de marteau. Première clause. 20% de l'héritage, soit 840 000 €, sont destinés au respect, aux soins, à l'amour et au dévouement envers vous, Isabelle. Physiquement, émotionnellement et moralement. Il a fait une pause, m'a regardé. Toute humiliation, tout abandon, toute négligence annule automatiquement cette partie. Je me suis mordu la lèvre. Les images de la veille sont revenues. Les miettes de pain, les mots cruels. Il a échoué à cette clause, ai-je dit doucement. Maître Lefebvre a acquiescé. Oui, et selon les termes du testament, ces 840 000 € seront versés à une fondation pour la protection animale. C'était le souhait de Jacques. Mon mari et moi avions toujours aimé les animaux. Nous avions passé tant de samedis dans les refuges, à donner de notre temps et de notre argent. C'était notre passion commune. Et maintenant, une partie de notre héritage continuerait cette mission, même si notre fils avait échoué. Deuxième clause, a poursuivi Maître Lefebvre. 20% supplémentaires, encore 840 000 €, sont réservés pour la constitution d'une famille. Cette somme ne peut être utilisée que pour le bien-être de sa famille, une épouse, des enfants, un foyer familial, pas pour un usage personnel isolé. J'ai froncé les sourcils. Sébastien n'est même pas marié, ai-je dit. Exactement, a répondu Maître Lefebvre. Cette partie est donc gelée jusqu'à ce qu'il constitue une famille légitime. S'il ne le fait jamais, cette somme sera également reversée à la fondation animale. J'ai commencé à comprendre le génie de mon mari. Il avait créé un système qui forcerait Sébastien à réfléchir, à changer, à devenir meilleur, ou à perdre tout ce qu'il convoitait tant. Troisième clause, a continué Maître Lefebvre, sa voix devenant plus solennelle, 30% de l'héritage, soit 1 260 000 € pour honorer le legs de Jacques. Il a lu les détails, préserver la mémoire de son père, ses valeurs, les documents familiaux, les biens symboliques. Ne jamais diffamer, déformer ou utiliser ce legs pour un gain égoïste. Agir publiquement de manière à ne pas ternir le nom de la famille. Toute action qui salit le legs suspend automatiquement cette fraction, a précisé Maître Lefebvre. Mon esprit est revenu aux funérailles de Madame Rousseau, la semaine dernière. Sébastien avait dit devant tous les amis de son père que Jacques était un vieil sentimental qui gaspillait de l'argent avec des chiens de rue. J'avais été horrifié. Les gens avaient détourné le regard, gênés. Il a déjà échoué à cette clause aussi, ai-je murmuré. Maître Lefebvre a hoché tristement la tête. Je le crains. Et la quatrième clause, ai-je demandé, ma voix tremblante. Maître Lefebvre a tourné la page. 30%, 1 260 000 € pour ce que Jacques a appelé le test de caractère et d'humanité. Cette somme ne sera libérée que si Sébastien démontre, par des actes continus et authentiques, qu'il possède de l'empathie, qu'il aide les autres sans attendre de récompense, qu'il prouve, avec le temps, qu'il n'est pas motivé uniquement par l'argent. Il m'a regardé droit dans les yeux. L'évaluation sera faite exclusivement par vous et par moi, sans délai fixe, sans droit automatique. C'est subjectif et définitif. Je suis restée silencieuse. Jacques avait tout prévu. Il connaissait notre fils mieux que moi. Il savait qu'il fallait le sauver de lui-même. Alors, il a déjà perdu 50% de l'héritage, ai-je dit lentement. 2 100 000 €. Oui, a confirmé Maître Lefebvre. Il lui reste une chance de récupérer les 50% restants. Mais tout dépend de lui maintenant, de ses choix, de ses actions. J'ai fermé les yeux. Une larme a coulé sur ma joue. Jacques, ai-je murmuré. Tu savais? Tu as toujours su. Maître Lefebvre s'est levé et a posé une main réconfortante sur mon épaule. Je vais convoquer Sébastien pour demain après-midi. Ici, à 15 h. Vous serez présente. Nous lui expliquerons tout. J'ai hoché la tête. Merci, maître.
En sortant du cabinet, j'ai regardé le ciel gris de Paris. La neige commençait à tomber doucement. Je pensais à Jacques, à l'homme bon et sage qu'il avait été, à l'amour qu'il avait pour notre fils, même dans ses derniers moments. Il lui avait laissé une dernière chance de devenir l'homme qu'il était censé être. Demain, Sébastien découvrirait la vérité. Et sa vie changerait à jamais. L'après-midi même, Maître Lefebvre a appelé Sébastien. Je n'étais pas présente lors de cet appel. Mais le maître m'a raconté plus tard que mon fils avait semblé irrité, puis soudainement enthousiaste, quand il avait compris qu'il s'agissait de l'héritage. Il avait accepté de venir le lendemain à 15 heures, sans poser de questions. Il pensait probablement que j'allais enfin céder, que j'allais lui donner ce qu'il réclamait depuis 2 ans. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Je restais éveillée dans mon lit, regardant le plafond, écoutant les bruits de Paris à travers la fenêtre entr'ouverte. Des voitures qui passaient, des sirènes au loin, le vent qui sifflait entre les immeubles. Je pensais à Sébastien enfant. Il était si doux, si affectueux. Il courait vers moi en rentrant de l'école, se jetait dans mes bras, me racontait sa journée avec des yeux brillants d'excitation. Où était cet enfant maintenant? Qu'était-il devenu? Le lendemain, je me suis préparée avec soin. J'ai choisi une robe simple mais élégante, gris foncé, avec un collier de perles que Jacques m'avait offert pour nos 25 ans de mariage. Je voulais avoir l'air digne, forte. Je suis arrivée au cabinet de Maître Lefebvre à 14h30. J'avais besoin de quelques minutes pour me calmer, pour rassembler mon courage. La secrétaire m'a apporté une tasse de thé que j'ai bu lentement, les mains tremblantes. À 15 heures précises, Sébastien est arrivé. Je l'ai entendu avant de le voir. Sa voix forte, arrogante, qui saluait à peine la secrétaire. La porte du bureau s'est ouverte et il est entré. Il portait un costume sur mesure bleu marine, une cravate en soie, des chaussures italiennes impeccablement cirées. Il avait l'air prospère, confiant, sûr de lui. Quand il m'a vue assise dans le fauteuil près de la fenêtre, son visage s'est durci. Il ne m'a pas salué. Il s'est contenté de s'asseoir le plus loin possible de moi, sur une chaise près de la porte. « Allons droit au but », a-t-il dit à Maître Lefebvre sans même le regarder dans les yeux. « J'ai des rendez-vous importants cet après-midi. » Maître Lefebvre s'est assis derrière son bureau, a ajusté ses lunettes et a posé le document devant lui. « Votre père a laissé un testament avec des conditions très spécifiques », a-t-il commencé d'une voix calme mais ferme. Sébastien a froncé les sourcils. « Quelles conditions ?» a-t-il demandé avec impatience. « L'héritage de 4 200 000 € a été divisé en 4 clauses, a expliqué Maître Lefebvre. Chaque clause correspond à un pourcentage et à une condition précise. Vous ne recevez chaque partie que si vous remplissez ce qui a été déterminé par votre père. » Le visage de Sébastien a changé. L'arrogance a laissé place à la confusion, puis à la colère. Il s'est penché en avant. « C'est ridicule », a-t-il craché. « Mon père ne ferait jamais ça. » J'ai pris la parole pour la première fois. « Il l'a fait », ai-je dit doucement mais fermement, « parce qu'il te connaissait mieux que tu ne l'imagines. » Sébastien m'a regardé avec une haine pure dans les yeux. « Toi, » a-t-il murmuré, « c'est toi qui as manigancé tout ça. »« Non, » ai-je répondu, ma voix ne tremblant pas. « Ton père a fait cela avant de mourir. Je ne faisais que respecter ses dernières volontés. » Maître Lefebvre a toussé pour reprendre le contrôle de la conversation. « Première clause », a-t-il lu. « First of all, 20% de l'héritage, soit 840 000 €, destinés au respect, aux soins, à l'amour et au dévouement envers votre mère. Physiquement, émotionnellement et moralement. » Il a fait une pause, a levé les yeux vers Sébastien. « Toute humiliation, tout abandon, toute négligence annule automatiquement cette partie. » Le silence était pesant. Sébastien restait immobile, mais je voyais sa mâchoire se crisper. « Et » a-t-il finalement demandé, sa voix devenant rauque. Maître Lefebvre l'a regardé directement. « Vous avez perdu cette partie. 840 000 €. Annulée. »« Quoi ?» Sébastien s'est levé d'un bond, faisant tomber sa chaise. Le bruit a résonné dans tout le bureau. « C'est impossible. Je n'ai rien fait. »
Ma voix est sortie, calme mais chargée de douleur. Tu m'as dit de manger du pain par terre. Tu m'as appelé chien, dans ma propre maison. Sébastien est devenu blanc comme un linge. Ses lèvres tremblaient. C'était une blague, a-t-il balbutié. Tu exagères. Une blague, ai-je répété, sentant la colère monter en moi pour la première fois. Tu m'as poussé contre un mur il y a 6 mois. Tu as crié sur moi dans un restaurant il y a 3 mois devant des dizaines de personnes. Tu m'as humilié encore et encore. Maître Lefebvre a continué, implacable. Selon les termes du testament, ces 840 000 € seront versés à une fondation de protection animale. C'est irréversible. Sébastien s'est laissé retomber sur sa chaise, le visage dans les mains. Non, non, ce n'est pas possible. Avant que quelqu'un puisse dire quoi que ce soit, je dois vous demander une petite faveur. Si vous appréciez cette histoire, pensez à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Cela m'aide énormément. Merci du fond du cœur. Revenons à l'histoire. Continuons, a dit Maître Lefebvre après un moment. Deuxième clause, 20% supplémentaire, 840 000 € réservés pour la constitution d'une famille. Cette somme ne peut être utilisée que pour le bien-être de votre famille, épouse, enfant, foyer familial, pas pour un usage personnel. Sébastien a relevé la tête lentement. « Je ne suis même pas marié », a-t-il murmuré. « Exactement », a répondu Maître Lefebvre. « Cette partie est donc gelée jusqu'à ce que vous constituiez une famille. Si vous ne le faites jamais, vous perdez également cette somme. Elle sera reversée à la fondation. » Sébastien a serré les poings. « C'est du chantage. »« Non », ai-je dit fermement. « C'est l'amour d'un père qui voulait que son fils devienne un homme meilleur. » Maître Lefebvre a tourné une page. Troisième clause, 30%, 1 260 000 € pour honorer le legs de votre père. Il a lu les détails. Préserver sa mémoire, ses valeurs, ne jamais le diffamer publiquement, agir de manière à honorer son nom. Toute action qui salit ce legs annule automatiquement cette partie. J'ai pris une profonde inspiration. Au dernier enterrement auquel nous avons assisté ensemble, tu as dit devant tous les amis de ton père qu'il était un vieil sentimental qui gaspillait de l'argent avec des chiens de rue. Sébastien a fermé les yeux. Son visage était déformé par l'angoisse. Je ne pensais pas. Mais tu l'as dit, ai-je coupé. Tu as craché sur sa mémoire, sur tout ce qu'il représentait. Maître Lefebvre a retiré ses lunettes. Cela constitue une diffamation publique du legs. 1 260 000 € perdus, également reversés à la Fondation animale. Sébastien a laissé échapper un son étranglé, presque un gémissement. Il a mis ses mains sur sa tête. « Combien reste-t-il » a-t-il demandé d'une voix brisée. Maître Lefebvre a pris son temps avant de répondre. 2 clauses, 50% du total, 2 100 000 €. Une lueur d'espoir est apparue dans les yeux de Sébastien. Mais, a continué Maître Lefebvre d'un ton grave, les deux dépendent entièrement de vous, et aucune ne garantit un droit automatique. Il a repris le document. 4e clause, 30%, 1 260 000 € pour le test de caractère et d'humanité. Cette somme ne sera libérée que si vous démontrez, par des actes continus et authentiques, que vous possédez de l'empathie, que vous aidez les autres sans attendre de récompense, que vous n'êtes pas motivé uniquement par l'argent. Maître Lefebvre l'a regardé droit dans les yeux. L'évaluation sera faite par votre mère et par moi, sans délai fixe, sans recours possible. C'est notre décision. Sébastien était maintenant complètement défait. Ses épaules étaient affaissées. Il avait l'air d'un homme brisé. Maître Lefebvre a replacé ses lunettes sur son nez et a continué sa lecture. Le silence dans le bureau était oppressant. On entendait seulement le tic-tac de l'horloge ancienne sur le mur et la respiration saccadée de Sébastien. Les 20% restants, a repris le maître, soit 840 000 €, concernent la constitution de famille. Nous en avons déjà parlé. Cette somme est gelée jusqu'à ce que vous vous mariiez et fondiez une famille légitime. Sébastien a levé les yeux vers moi. Pour la première fois depuis des mois, j'ai vu autre chose que de la colère dans son regard. Il y avait de la peur, du désespoir
et peut-être, enfin, une lueur de conscience. Vous avez donc perdu définitivement 2 100 000 €, a résumé Maître Lefebvre en refermant le document. Il vous reste une possibilité de récupérer les 2 100 000 € restants. Mais uniquement si vous changez, si vous prouvez que vous êtes capable de devenir l'homme que votre père espérait que vous seriez. Sébastien s'est levé brusquement. Sa chaise est tombée en arrière avec fracas. « C'est de la folie !» a-t-il crié. « Vous avez tout manigancé !» Il pointait son doigt vers moi, tremblant de rage. « Toi, c'est toi qui as tout organisé. Tu veux me voler mon héritage ?» Je suis restée assise, calme, même si mon cœur battait à tout rompre. « Ton père a écrit ce testament il y a 3 ans, ai-je dit doucement, bien avant de tomber malade. Il t'aimait, Sébastien, mais il te connaissait aussi. Il savait que tu avais besoin d'être guidé. »« Guidé » a hurlé Sébastien. « Vous voulez dire contrôler, manipuler. » Il a donné un coup de pied dans la chaise tombée. « Vous allez le regretter, tous les deux. » Il s'est dirigé vers la porte, l'a ouverte violemment. Avant de sortir, il s'est retourné une dernière fois. Ses yeux étaient rouges, son visage déformé par la fureur. « Je vous déteste », a-t-il craché, tous les deux. Et il est parti en claquant la porte si fort que les vitres ont tremblé. Le silence qui a suivi était presque tangible. J'étais toujours assise, mes mains agrippées aux accoudoirs du fauteuil. J'ai fermé les yeux. Les larmes coulaient maintenant, silencieuses mais abondantes. Maître Lefebvre s'est levé et est venu s'asseoir dans le fauteuil à côté du mien. Il a posé sa main sur la mienne. « Vous avez fait ce qu'il fallait », a-t-il dit gentiment. « Jacques serait fier de vous. » J'ai hoché la tête sans pouvoir parler. Mon fils venait de me dire qu'il me détestait. Mon propre fils. L'enfant que j'avais porté, nourri, élevé avec tout l'amour dont j'étais capable. « Est-ce que j'ai pris la bonne décision ?» ai-je murmuré, ma voix brisée. « Absolument », a répondu Maître Lefebvre avec conviction. Parfois, l'amour le plus grand consiste à laisser quelqu'un tomber pour qu'il apprenne à se relever. Jacques le savait. Je suis rentrée chez moi ce soir-là en métro. Les rues de Paris étaient illuminées, les gens se pressaient pour rentrer du travail, la vie continuait normalement. Mais pour moi, rien n'était normal. En arrivant dans mon appartement vide, j'ai regardé la table où nous avions dîné 2 soirs auparavant. Les miettes de pain avaient été nettoyées, mais le souvenir restait gravé dans mon esprit. Je me suis assise sur le canapé et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour mon mari qui n'était plus là. J'ai pleuré pour mon fils qui s'était perdu. J'ai pleuré pour la famille que nous avions été autrefois et qui n'existait plus. Mais au fond de ma douleur, il y avait aussi une petite étincelle d'espoir. Jacques avait créé ce système pour une raison. Il croyait que Sébastien pouvait changer. Il fallait que j'y croie aussi. Les jours suivants ont été étranges. Sébastien ne m'a pas appelé. Pas de message, pas de visite. C'était comme s'il avait disparu. Au début, j'étais inquiète. Puis Maître Lefebvre m'a informé qu'il avait demandé une copie du testament complet et qu'il l'avait étudié pendant des heures dans son bureau. « Il essaie de trouver une faille », m'a dit le maître. Mais il n'y en a pas. Jacques a été très minutieux. 3 semaines après cette réunion terrible, mon téléphone a sonné un dimanche matin. C'était Sébastien. Mon cœur s'est mis à battre rapidement. « Allô ?» ai-je répondu, la voix tremblante. « Maman » a-t-il dit. Sa voix était différente, plus calme, presque humble. « Est-ce que je peux venir te voir ?» J'ai hésité. Une partie de moi voulait refuser, se protéger. Mais une autre partie, celle qui était toujours sa mère, ne pouvait pas lui dire non. « Quand ?» ai-je demandé. « Maintenant, si c'est possible. » 1 heure plus tard, il était à ma porte. Quand j'ai ouvert, j'ai été surprise. Il portait un jean et un pull simple, pas de costume coûteux. Ses cheveux étaient ébouriffés. Il avait l'air fatigué, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. « Entre !» ai-je dit simplement. Il est entré lentement, presque avec hésitation. Il tenait quelque chose dans ses mains, un bouquet de fleurs. Pas des fleurs luxueuses d'un fleuriste chic, mais des fleurs simples du marché.
des marguerites blanches, mes préférées. Je t'ai apporté ça, a-t-il dit maladroitement en me tendant le bouquet. J'ai pris les fleurs, surprise. Merci, ai-je murmuré. Nous sommes restés debout dans l'entrée, ne sachant pas quoi dire. Finalement, il a parlé. Je peux m'asseoir. J'ai acquiescé et nous sommes allés dans le salon. Il s'est assis sur le canapé, les mains jointes entre ses genoux. Je me suis assise dans le fauteuil, en face de lui, les fleurs toujours dans mes mains. J'ai réfléchi, a-t-il commencé. Beaucoup réfléchi. Pendant 3 semaines, je n'ai fait que ça. Lire le testament encore et encore, essayer de comprendre. Il a levé les yeux vers moi. J'étais en colère. Tellement en colère. Je pensais que papa m'avait trahi. Que tu m'avais trahi. Mais ensuite... Il s'est arrêté, cherchant ses mots. Ensuite, j'ai relu certains passages. Papa a écrit pourquoi il faisait ça. Il a écrit qu'il m'aimait, qu'il voulait me sauver de moi-même. Des larmes ont commencé à couler sur ses joues. J'ai tout gâché, maman, tout. J'ai perdu plus de 2 millions d'euros parce que je t'ai traité comme. Sa voix s'est brisée, comme un animal, parce que j'ai insulté la mémoire de papa, parce que tout ce qui m'importait, c'était l'argent. Je ne disais rien. J'écoutais. Une partie de moi voulait le réconforter, mais l'autre savait qu'il devait aller au bout de cette prise de conscience. Je ne sais pas si je peux changer, a-t-il continué en essuyant ses larmes. Mais je veux essayer, non pas pour l'argent. Enfin, peut-être un peu au début, je dois être honnête. Mais surtout parce que je ne veux pas perdre ma mère aussi. J'ai déjà perdu mon père. Je ne peux pas te perdre toi aussi. Mes propres larmes coulaient maintenant. Tu ne m'as pas perdu, ai-je dit doucement. Je suis toujours là. Je serai toujours ta mère. Il a hoché la tête. Qu'est-ce que je dois faire? A-t-il demandé. Comment est-ce que je prouve que je peux changer? J'ai pris une profonde inspiration. Ce n'est pas à moi de te le dire, Sébastien. Ton père a laissé des indications. L'empathie, l'aide aux autres sans attendre de récompense. La constitution d'une vraie famille basée sur l'amour, pas sur l'argent. C'est à toi de trouver ton chemin. Il est resté silencieux pendant un long moment, puis il s'est levé. Est-ce que je peux t'aider avec quelque chose? Les courses? Le ménage? N'importe quoi? J'ai été touchée par cette simple offre. Non, ça va pour aujourd'hui, ai-je répondu. Mais tu peux revenir. Quand tu veux, la porte sera toujours ouverte. Il a souri faiblement. Merci, maman. Avant de partir, il s'est arrêté à la porte. Je suis désolée. Pour tout. Je sais que ça ne suffit pas, mais je le pense vraiment. Je sais, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Les semaines qui ont suivi cette visite ont été étranges et incertaines. Sébastien a commencé à venir me voir régulièrement. Au début, 1 fois par semaine, puis 2 fois. Il m'aidait avec les courses, réparait de petites choses dans l'appartement, s'asseyait avec moi pour boire un thé. Nos conversations étaient simples, parfois maladroites, mais elles existaient. C'était un début. Un jour, en avril, alors que le printemps commençait à colorer Paris de vert et de rose, Sébastien m'a annoncé quelque chose d'inattendu. « J'ai commencé à faire du bénévolat », m'a-t-il dit pendant que nous prenions le petit déjeuner ensemble dans ma cuisine. J'ai levé les yeux de ma tasse de café, surprise. « Du bénévolat? Où ça ?»« Dans un refuge pour animaux. »« À Montmartre », a-t-il répondu en évitant mon regard. Je me suis dit que c'était peut-être ce que papa aurait voulu. Mon cœur s'est serré. Jacques et moi avions passé tant d'heures dans des refuges similaires. C'était notre passion commune, notre façon de redonner au monde. C'est merveilleux, ai-je dit doucement, essayant de ne pas montrer trop d'émotion pour ne pas le mettre mal à l'aise. Comment ça se passe? Il a haussé les épaules. C'est dur, sale, fatigant, mais je ne sais pas, il y a quelque chose de satisfaisant. Les semaines sont devenues des mois. L'été est arrivé avec sa chaleur écrasante. Sébastien continuait son bénévolat au refuge. Je voyais des changements subtils en lui. Il était moins impatient, moins centré sur lui-même. Il me posait des questions sur ma journée, sur mes amis,
sur mes sentiments. Il écoutait vraiment mes réponses. Maître Lefebvre me tenait informé. Il a demandé des documents sur la fondation que votre mari a créée, m'a-t-il dit un jour au téléphone. Il veut comprendre comment elle fonctionne, où va l'argent. Je pense qu'il commence à réaliser l'importance de ce que Jacques faisait. J'étais heureuse, mais prudente. Une partie de moi se demandait toujours si c'était authentique ou si Sébastien jouait simplement un rôle pour récupérer l'argent. Maître Lefebvre partageait mes doutes. « Le temps nous le dira », répétait-il. « La vraie transformation prend des mois, parfois des années. Nous devons être patients. » Un samedi de juillet, Sébastien m'a appelé avec une excitation inhabituelle dans la voix. « Maman, est-ce que tu peux venir au refuge demain ? Il y a quelque chose que j'aimerais te montrer. » Le lendemain, je suis allée à Montmartre en métro. Le refuge se trouvait dans une petite rue pavée, loin de l'agitation touristique. C'était un vieux bâtiment en pierre avec une cour intérieure. Quand je suis arrivée, Sébastien m'attendait à l'entrée. Il portait un vieux jean taché et un t-shirt simple. Ses mains étaient sales. Il n'avait jamais eu l'air aussi humain. « Viens », m'a-t-il dit en me prenant par le bras. « Je veux te présenter quelqu'un. » Il m'a emmenée dans la cour où plusieurs bénévoles s'occupèrent de chiens. Une jeune femme était accroupie près d'un vieux berger allemand, examinant sa patte. Elle avait environ 30 ans, des cheveux châtains attachés en queue de cheval, un visage doux et intelligent. « Amélie », a appelé Sébastien. La jeune femme a levé la tête et a souri. « Oh, c'est ta mère !» Elle s'est levée et est venue vers nous en s'essuyant les mains sur son pantalon. « Enchantée, madame. Je suis Amélie, vétérinaire bénévole ici. » Nous avons serré la main et j'ai immédiatement aimé sa poignée de main ferme et son sourire sincère. « Sébastien me parle beaucoup de vous, » a-t-elle dit avec chaleur. « Il m'a raconté comment vous et votre mari avez aidé tant d'animaux au fil des ans. » J'ai regardé mon fils, surprise. Il rougissait légèrement. « Amélie m'apprend beaucoup de choses, » a-t-il dit. « Sur les animaux, sur comment les soigner. Elle est. » Il s'est arrêté, cherchant ses mots. « Elle est incroyable. » J'ai vu la façon dont il la regardait, et j'ai vu la façon dont elle le regardait aussi. Il y avait quelque chose entre eux, quelque chose de doux et de naissant. Mon cœur s'est réchauffé. Peut-être que mon fils avait enfin trouvé quelqu'un qui pourrait lui montrer ce qu'était le vrai amour, pas celui basé sur l'argent ou le statut, mais sur les valeurs communes et le respect mutuel. Nous avons passé l'après-midi ensemble au refuge. J'ai vu Sébastien travailler, nettoyer les cages, nourrir les animaux, les caresser avec douceur. C'était un homme différent de celui qui m'avait humilié quelques mois auparavant. Une vieille dame est venue nous voir, une bénévole nommée Madame Colette. « Votre fils est un trésor », m'a-t-elle dit en souriant. Il vient tous les week-ends maintenant. Les animaux l'adorent. Et il ne cherche jamais à se mettre en avant ou à prendre des photos pour les réseaux sociaux comme certains jeunes. Il travaille vraiment. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai appelé Maître Lefebvre. « Je pense qu'il change vraiment », lui ai-je dit. « Ce n'est pas une comédie. Je le vois dans ses yeux, dans ses gestes. Il est différent. » Maître Lefebvre a écouté attentivement. « C'est encourageant, Isabelle. Mais souvenez-vous, Jacques a demandé des actes continus et authentiques. Nous devons donner plus de temps. »« Je sais, » ai-je répondu. « Mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai de l'espoir. » L'été a laissé place à l'automne. Les feuilles commençaient à tomber sur les boulevards parisiens. Sébastien et Amélie se voyaient de plus en plus souvent. Il me l'a présenté officiellement lors d'un dîner chez moi. J'ai préparé un bœuf bourguignon, le plat préféré de Jacques. Amélie était charmante, intelligente, et surtout, elle semblait voir en Sébastien l'homme qu'il pouvait être, pas celui qu'il avait été. Pendant le dîner, ils m'ont annoncé qu'ils sortaient ensemble officiellement depuis 2 mois. « Maman », a dit Sébastien en prenant la main d'Amélie. « Je n'ai jamais ressenti ça avant. Avec elle, je me sens complet. Pas à cause de ce qu'elle possède ou de ce qu'elle peut m'apporter, juste parce qu'elle existe. » Les larmes me sont montées aux yeux. « C'est exactement ce que ton père disait de moi, » ai-je murmuré, quand nous nous sommes rencontrés.
En octobre, Sébastien a organisé un grand événement d'adoption au refuge. Il a utilisé ses contacts dans le monde des affaires, non pas pour se vanter, mais pour mobiliser des ressources. Il a convaincu une dizaine d'entrepreneurs de parrainer l'événement. 30 animaux ont trouvé des foyers ce jour-là. J'étais présente, et j'ai vu mon fils rayonner de fierté, non pas pour l'argent levé, mais pour les vies sauvées. Maître Lefebvre est venu me voir à la fin du mois. « Isabelle, » a-t-il dit en s'asseyant dans mon salon, « je pense qu'il est temps. » « Temps pourquoi ?» ai-je demandé, même si je savais déjà. Temps de reconnaître que Sébastien a changé. Authentiquement. Il a rempli les conditions que Jacques avait établies. Il a fait preuve d'empathie, il aide sans attendre de récompense, il a trouvé l'amour véritable. J'ai regardé par la fenêtre. Les arbres étaient dorés dans la lumière de l'après-midi. « Vous êtes sûr ?»« Aussi sûr qu'on peut l'être, » a répondu Maître Lefebvre, et je pense que Jacques serait d'accord. Nous avons décidé de convoquer Sébastien pour une réunion en décembre. Novembre est arrivé avec ses pluies froides et ses ciels gris. Sébastien continuait à me surprendre chaque jour. Il avait commencé à parler de son père différemment. Non plus avec amertume ou ressentiment, mais avec respect, et même avec une certaine nostalgie. Un soir, alors que nous dînions ensemble dans ma cuisine, il m'a dit quelque chose qui m'a profondément touchée. « Madame Colette m'a raconté une histoire sur papa », a-t-il commencé en remuant son café. Elle m'a dit qu'il venait au refuge tous les samedis pendant des années, que lui et toi étiez les plus généreux donateurs. Il a levé les yeux vers moi, mais elle m'a aussi dit autre chose, que papa avait traversé une dépression grave dans les années 90. J'ai posé ma tasse, surprise. « Elle t'a raconté ça ?» Sébastien a hoché la tête. Elle m'a dit que tu lui avais ramené un chien abandonné, un vieux chien borgne que personne ne voulait, et que papa a dit que s'occuper de cet animal lui avait sauvé la vie, que ça lui avait appris à prendre soin de lui-même à nouveau. Les larmes me sont montées aux yeux. Je me souvenais de cette période sombre. Jacques avait été si mal, si perdu, et ce chien, Marcel, l'avait effectivement ramené à la vie. « C'est vrai, » ai-je murmuré. « Je ne savais pas que tu ignorais ça. » « J'ignorais beaucoup de choses, » a dit Sébastien doucement. « J'ai passé tellement de temps à juger papa et toi, à penser que vous étiez faibles, sentimentaux, mais en réalité, vous étiez forts, plus forts que je ne le serai jamais. »« Ne dis pas ça, » l'ai-je interrompu. « Tu es en train de devenir exactement l'homme que ton père espérait que tu deviendrais. » Il a souri tristement. « J'espère. » Madame Colette m'a dit autre chose. Papa répétait toujours « Qui n'a pas d'empathie pour ceux qui ne peuvent pas parler, n'a d'empathie pour personne. » Je comprends maintenant ce qu'il voulait dire. Les semaines ont passé. Sébastien et Amélie sont devenus inséparables. Elle venait souvent dîner chez moi, et nous passions de longues soirées à parler, à rire, à partager des souvenirs. Un soir de fin novembre, alors qu'Amélie était aux toilettes, Sébastien m'a pris la main. « Maman, » a-t-il dit nerveusement, « je vais lui demander de m'épouser. » Mon cœur a fait un bond. « Oh, Sébastien !»« Je sais que c'est rapide, » a-t-il continué. « Nous ne sommes ensemble que depuis quelques mois, mais je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose. Elle me rend meilleure. Elle me fait voir le monde différemment. »« Ton père m'a demandé en mariage après 3 mois, » ai-je dit en souriant. « Quand tu sais, tu sais. » Il a serré ma main. « Tu penses qu'elle dira oui ? » Si elle t'aime autant que je pense qu'elle t'aime, alors oui. 2 semaines plus tard, par une froide soirée de décembre, Sébastien a demandé Amélie en mariage au refuge, entourée des chiens et des chats qu'ils aimaient tous les deux. Elle a dit oui en pleurant de joie. Quand ils sont venus m'annoncer la nouvelle, je les ai serrés tous les deux dans mes bras en pleurant aussi. « Il y a autre chose, » a dit Amélie timidement. « Je suis enceinte. » Le temps s'est arrêté. « Enceinte ?» ai-je répété, incrédule. Elle a hoché la tête. 4 mois. Nous voulions attendre d'être sûrs avant de te le dire. Je suis restée sans voix. Mon fils allait être père. J'allais être grand-mère. Jacques aurait été si heureux. C'est merveilleux, ai-je finalement réussi à dire. C'est le plus beau cadeau. Cette nuit-là, seule dans mon lit,
J'ai pensé à Jacques. Je lui ai parlé comme je le faisais souvent depuis sa mort. « Tu avais raison, mon amour », ai-je murmuré dans l'obscurité. « Tu savais exactement ce dont notre fils avait besoin. Tu savais qu'il pouvait changer. Je regrette d'avoir douté. » J'ai senti une paix profonde m'envahir. Mon mari, même dans la mort, avait réussi à sauver notre fils. À travers ce testament, à travers ces clauses strictes, il lui avait donné une dernière chance, et Sébastien l'avait saisie. Le lendemain, j'ai appelé Maître Lefebvre. « Il va se marier », lui ai-je annoncé, « et il va être père. » Il y a eu un silence, puis j'ai entendu le sourire dans sa voix. Jacques aurait été fou de joie. « Je pense qu'il est temps », ai-je dit doucement. « Temps de lui dire qu'il a réussi, qu'il a rempli toutes les conditions. » Maître Lefebvre a réfléchi un moment. « Oui, je pense que vous avez raison. Convoquons-le pour la semaine prochaine, avec Amélie, il mérite de savoir. » Les jours précédant la réunion, j'étais nerveuse. Heureuse, mais nerveuse. Sébastien ne savait pas pourquoi nous le convoquions. J'avais peur qu'il pense que c'était pour lui annoncer qu'il avait échoué, qu'il allait perdre le reste de l'héritage aussi. Mais Maître Lefebvre m'avait rassurée. Cette fois, ce sera différent. Cette fois, ce seront de bonnes nouvelles. Le jour de la réunion est arrivé. C'était un mardi après-midi de décembre. Il neigeait légèrement sur Paris, transformant la ville en carte postale. Sébastien et Amélie sont arrivés ensemble au cabinet de Maître Lefebvre. Quand je les ai vus entrer, j'ai vu l'inquiétude sur le visage de mon fils. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il demandé. « Assieds-toi, » ai-je dit gentiment. « Tout va bien, je te le promets. » Maître Lefebvre était déjà assis derrière son bureau. Il nous a fait signe de nous installer. Amélie tenait la main de Sébastien, son petit ventre rond, visible sous son pull. Dans le coin du bureau, il y avait un petit sapin de Noël décoré. Tout semblait paisible, chaleureux. « Sébastien, » a commencé Maître Lefebvre, « nous vous avons demandé de venir aujourd'hui pour discuter de votre héritage. » Le visage de Sébastien s'est tendu. « Je sais que je n'ai pas encore rempli toutes les conditions, » a-t-il commencé rapidement. « Mais je vous promets que je continue. Je ne fais pas ça pour l'argent. Je le fais parce que c'est la bonne chose à faire. »« Sébastien, » l'ai-je interrompu doucement. « Écoute. » Maître Lefebvre a ouvert le dossier devant lui. « Votre mère et moi avons évalué votre conduite au cours des 8 derniers mois, de manière très approfondie. » Sébastien serrait la main d'Amélie si fort que ses jointures étaient blanches. « Vous avez démontré une transformation authentique, » a continué Maître Lefebvre. « Vous avez fait preuve d'empathie continue. Vous avez aidé au refuge sans chercher de reconnaissance. Vous avez honoré la mémoire de votre père par vos actions. Et vous avez constitué une famille basée sur l'amour véritable, pas sur l'argent. » Les yeux de Sébastien se sont remplis de larmes. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» a-t-il murmuré. « Ça veut dire, » ai-je dit en me penchant vers lui, « oh, que tu as réussi. Tu as rempli toutes les conditions. » Le silence était total. Même l'horloge semblait avoir cessé de faire tic-tac. « Vous avez droit aux 50% restants de l'héritage, » a annoncé Maître Lefebvre. 2 100 000 €. 840 000 pour votre famille. 1 260 000 pour avoir démontré votre caractère. Les larmes coulaient maintenant librement sur le visage de Sébastien. Amélie pleurait aussi, sa main toujours dans celle de mon fils. Maître Lefebvre a continué, sa voix empreinte d'émotion. « Votre père serait immensément fier de vous, Sébastien. Il a cru en vous-même quand vous ne croyez pas en vous-même. Il a créé ce système non pas pour vous punir, mais pour vous sauver. » Sébastien s'est levé brusquement. Pendant un instant, j'ai eu peur qu'il soit en colère, mais au lieu de cela, il s'est approché de moi et s'est agenouillé devant ma chaise. « Maman, » a-t-il dit d'une voix brisée, « je suis tellement désolé pour tout ce que je t'ai fait, pour toutes les fois où je t'ai blessé, humilié, traité comme si tu ne comptais pas. » Il a pris mes mains dans les siennes. « Je ne mérite pas ton pardon, je ne mérite pas cet héritage. » J'ai touché son visage avec tendresse. « Tu as changé, mon fils, c'est tout ce qui compte. Ton père et moi ne voulions pas que tu sois parfait, nous voulions juste que tu sois bon, et tu l'es devenu. » Il a posé sa tête sur mes genoux et a pleuré comme un enfant. Je l'ai serré contre moi,
caressant ses cheveux comme je le faisais quand il était petit. Amélie pleurait en silence, profondément émue par cette scène. Même Maître Lefebvre avait retiré ses lunettes et s'essuyait discrètement les yeux. Après un long moment, Sébastien s'est relevé et s'est rassis à côté d'Amélie. Il a pris plusieurs respirations profondes pour se calmer. Puis, il a regardé Maître Lefebvre. « Jean, j'ai quelque chose à dire », a-t-il annoncé. Sa voix était ferme maintenant, décidée. « Je veux renoncer aux 30% du test de caractère. » Le silence est tombé dans le bureau. Amélie l'a regardé, surprise. « Quoi ?» a-t-elle murmuré. « Sébastien. » « Je veux que ces 1 260 000 € soient donnés intégralement au refuge, » a-t-il continué en me regardant droit dans les yeux. « Pour l'agrandir, pour sauver plus de vies, pour continuer le travail que papa et toi avez commencé. » Mon cœur s'est gonflé d'amour et de fierté. « Sébastien, tu n'as pas à faire ça, » ai-je dit. « Tu as gagné cet argent, tu as rempli toutes les conditions. » « Je sais, » a-t-il répondu avec un sourire. « Mais papa m'a appris quelque chose, même dans la mort. Il m'a appris que l'argent n'est qu'un outil. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Et la meilleure chose que je puisse faire avec cet argent, c'est d'honorer son legs, de faire ce qu'il aurait fait. » Il a pris la main d'Amélie. « Avec ma famille unie, avec ma femme, mon enfant à naître, avec ma mère à mes côtés, je peux tout reconstruire. Je n'ai pas besoin de plus. » Amélie le regardait avec un amour infini dans les yeux. « Tu es sûre ?» a-t-elle demandé doucement. « C'est beaucoup d'argent. »« Je suis absolument sûre, » a-t-il répondu. « Pour la première fois de ma vie, je suis sûre de quelque chose. » Il s'est tourné vers Maître Lefebvre. « Est-ce possible, légalement ?» Maître Lefebvre a hoché la tête lentement. « C'est tout à fait possible, si c'est vraiment ce que vous voulez. » « C'est ce que je veux, » a affirmé Sébastien. « Les 840 000 € pour ma famille me suffiront largement. Nous allons acheter une petite maison en banlieue, pas un appartement luxueux. Nous allons élever notre enfant avec des valeurs, pas avec de l'argent. Et nous allons être heureux. Vraiment heureux. » Je ne pouvais plus retenir mes larmes. Je me suis levée et j'ai serré mon fils dans mes bras. « Ton père est ici avec nous en ce moment, » ai-je murmuré à son oreille. « Je le sens. Et il est tellement, tellement fier de toi. » Maître Lefebvre s'est levé également. « Jacques serait effectivement très fier, » a-t-il dit en s'approchant. « Vous êtes devenu l'homme qu'il espérait que vous deviendriez. » Il a serré la main de Sébastien chaleureusement. « Je vais préparer tous les documents nécessaires. Le don sera fait au nom de votre père. Le refuge portera son nom si vous le souhaitez. »« Oui, » a dit Sébastien sans hésitation. « Le refuge Jacques. Pour que les gens se souviennent de lui, pour que son legs continue. » Nous sommes tous sortis du cabinet ensemble. La neige tombait plus fort maintenant, couvrant Paris d'un manteau blanc immaculé. Nous avons marché un peu dans la rue, les quatre ensemble. Sébastien tenait Amélie par la taille. Elle avait posé sa tête sur son épaule. Ils avaient l'air si heureux, si en paix. « Maman, » a dit Sébastien en s'arrêtant. « Est-ce que tu veux venir avec nous regarder des maisons ce week-end? Nous aimerions ton avis. »« J'adorerais, » ai-je répondu en souriant. « Mais je vous préviens, je vais avoir des opinions bien arrêtées. » Nous avons ri ensemble. Un rire léger, joyeux, sans amertume ni douleur. C'était le rire d'une famille qui avait traversé l'enfer et en était ressortie plus forte. En rentrant chez moi ce soir-là, je me suis arrêtée devant une photo de Jacques sur la commode de l'entrée. C'était une photo prise il y a 10 ans, lors de vacances en Provence. Il souriait, détendu, heureux. « Tu l'as fait, mon amour, » ai-je murmuré en touchant le cadre. « Tu l'as sauvé. Notre fils est revenu. Il est devenu l'homme que nous avions toujours su qu'il pouvait être. » J'ai senti une chaleur m'envahir, comme si Jacques me répondait d'une manière ou d'une autre, comme s'il me disait que tout allait bien maintenant, que nous avions réussi ensemble, même séparés par la mort. Les semaines suivantes ont été remplies de préparatifs. Le mariage de Sébastien et Amélie était prévu pour février. Ils voulaient quelque chose de simple, intime, juste la famille proche et quelques amis. Pas de grandes cérémonies coûteuses, pas de démonstration de richesse,
juste de l'amour et de la sincérité. Pendant ce temps, les travaux d'agrandissement du refuge avançaient rapidement grâce aux dons généreux de Sébastien. Une nouvelle aile était en construction, avec des installations modernes pour accueillir 2 fois plus d'animaux. Madame Colette m'a appelé un jour pour me remercier. « Votre fils est un miracle », m'a-t-elle dit avec émotion. « Personne n'a jamais fait un don si important. Et il refuse toute publicité, toute reconnaissance. Il veut juste que ce soit fait au nom de son père. » « C'est parce qu'il a appris ce qui compte vraiment, » ai-je répondu. « Et je suis tellement reconnaissante qu'il l'ait appris avant qu'il ne soit trop tard. » Le soir du réveillon de Noël, Sébastien, Amélie et moi avons dîné ensemble dans mon appartement. Nous avons décoré un sapin, allumé des bougies, préparé un repas traditionnel. Amélie, avec son ventre maintenant bien rond, rayonnait de bonheur. Sébastien était attentif à chaque détail, s'assurant qu'elle était confortable, qu'elle mangeait bien, qu'elle ne se fatiguait pas trop. À minuit, nous avons levé nos verres. « À papa », a dit Sébastien, sa voix tremblante d'émotion. « Qui nous a donné la plus grande leçon de notre vie, que l'amour et les valeurs comptent plus que l'argent, que la famille est tout ce qui compte vraiment. » À Jacques, ai-je répété, les larmes aux yeux. L'homme le plus sage et le plus aimant que j'ai jamais connu. À Jacques, a ajouté Amélie doucement. Nous avons trinqué et bu en silence, chacun perdu dans ses pensées. Plus tard dans la soirée, alors qu'Amélie dormait sur le canapé, épuisée, Sébastien et moi sommes restés à la fenêtre, regardant la neige tomber sur Paris. « Merci de ne pas avoir abandonné, » m'a-t-il dit doucement, « même quand je ne le méritais pas. »« Tu es mon fils, » ai-je répondu simplement. « Je ne t'abandonnerai jamais. Même dans les moments les plus sombres, je savais que l'homme bon que tu étais enfant était encore là, quelque part. Il fallait juste le retrouver. » Sébastien a passé son bras autour de mes épaules. Papa le savait aussi. C'est pour ça qu'il a fait ce qu'il a fait. Il aurait pu simplement me déshériter, mais il m'a donné une chance. Une dernière chance de me racheter. « Ton père t'aimait plus que tout au monde, » ai-je dit, « et il avait foi en toi. Même quand tu avais perdu foi en toi-même. » Après cette réunion mémorable avec Maître Lefebvre, les jours suivants ont été remplis d'une énergie nouvelle. Sébastien et Amélie avaient décidé de se marier rapidement, avant la naissance du bébé. Ils voulaient quelque chose de simple, intime, juste la famille proche et quelques amis du refuge. Pas de grandes cérémonies coûteuses, pas de démonstration de richesse. Juste de l'amour et de la sincérité. Pendant ce temps, les travaux d'agrandissement du refuge avançaient rapidement grâce aux dons généreux de Sébastien. Une nouvelle aile était en construction avec des installations modernes pour accueillir 2 fois plus d'animaux. Madame Colette m'a appelé quelques jours après la réunion pour me remercier. « Votre fils est un miracle », m'a-t-elle dit avec émotion. « Personne n'a jamais fait un don si important. Et il refuse toute publicité, toute reconnaissance. Il veut juste que ce soit fait au nom de son père. » C'est parce qu'il a appris ce qui compte vraiment, ai-je répondu. Et je suis tellement reconnaissante qu'il l'ait appris avant qu'il ne soit trop tard. Les fêtes de fin d'année approchaient. Sébastien, Amélie et moi avons dîné ensemble dans mon appartement lors du réveillon. Nous avons décoré un sapin, allumé des bougies, préparé un repas traditionnel. Amélie, avec son ventre maintenant très rond, rayonnait de bonheur. Sébastien était attentif à chaque détail, s'assurant qu'elle était confortable, qu'elle mangeait bien, qu'elle ne se fatiguait pas trop. À minuit, nous avons levé nos verres. « À papa », a dit Sébastien, sa voix tremblante d'émotion. « Qui nous a donné la plus grande leçon de notre vie? Que l'amour et les valeurs comptent plus que l'argent. Que la famille est tout ce qui compte vraiment. »« À Jacques », ai-je répété, les larmes aux yeux. L'homme le plus sage et le plus aimant que j'ai jamais connu. « À Jacques », a ajouté Amélie doucement. Nous avons trinqué et bu en silence, chacun perdu dans ses pensées. Plus tard dans la soirée, alors qu'Amélie dormait sur le canapé, épuisée, Sébastien et moi sommes restés à la fenêtre, regardant la neige tomber sur Paris. « Merci de ne pas avoir abandonné », m'a-t-il dit doucement, même quand je ne le méritais pas. Le mariage a eu lieu peu de temps après,
dans une petite cérémonie à la mairie de Versailles, suivie d'un déjeuner dans un restaurant familial. Amélie portait une robe simple et élégante qui mettait en valeur son ventre rond. Sébastien ne pouvait pas détacher ses yeux d'elle. Il la regardait comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Quand ils ont échangé leurs vœux, il y a eu à peine un œil sec dans l'assistance. « Je promets de t'aimer non pas pour ce que tu as, mais pour ce que tu es », a dit Sébastien. « Je promets de te respecter, de te chérir, de construire une vie avec toi basée sur l'honnêteté, la bonté et l'amour véritable. Je promets d'être le père que mon père a été pour moi et l'homme qu'il m'a appris à devenir. » Amélie pleurait en souriant. « Je promets de t'aimer dans les bons moments comme dans les mauvais, » a-t-elle répondu. « Je promets de te soutenir, de croire en toi et d'élever notre enfant avec les valeurs que nous partageons. Tu es l'homme le plus extraordinaire que je connaisse. » Lors du déjeuner, j'ai porté un toast. « À mon fils », ai-je dit en levant mon verre de champagne, qui a trouvé le courage de changer, à ma belle-fille, qui lui a montré ce qu'est l'amour véritable, et à mon mari Jacques, qui veille sur nous depuis là-haut, et qui a orchestré tout ceci avec sa sagesse infinie. À Jacques, ont répété tous les invités en chœur. Quelques semaines plus tard, Amélie a donné naissance à une petite fille. Ils l'ont appelée Jacqueline, en l'honneur de son grand-père. Quand j'ai tenu ma petite fille pour la première fois, j'ai pleuré de joie. Elle était parfaite, minuscule, avec les yeux de son père et le sourire de sa mère. « Bonjour, ma petite Jacqueline », ai-je murmuré. « Tu as été aimée avant même de naître, et tu seras entourée d'amour toute ta vie. » Sébastien était à côté de moi, regardant sa fille avec une tendresse infinie. « Papa aurait adoré la connaître », a-t-il dit doucement. « Il la connaît », ai-je répondu avec certitude. « Il la connaît et il veille sur elle. » Sébastien et Amélie avaient déjà trouvé une charmante maison à Versailles, avec un petit jardin et 3 chambres. Pas un manoir, pas un appartement de luxe, juste une vraie maison familiale. Ils l'avaient achetée avec une partie de l'argent de l'héritage et l'avaient rénovée eux-mêmes avec l'aide d'amis. Je les ai aidés à choisir des meubles, à décorer la chambre du bébé. C'était simple, chaleureux, plein d'amour. Quand ils sont rentrés de la maternité avec Jacqueline, leur maison était prête à accueillir cette nouvelle vie. L'inauguration officielle du refuge Jacques a eu lieu quelques mois après la naissance de Jacqueline. C'était une belle journée, le soleil brillait, des dizaines de personnes étaient présentes, des bénévoles, des donateurs, des familles qui avaient adopté des animaux, des journalistes locaux. Sébastien, avec Jacqueline dans les bras, a coupé le ruban inaugural. Amélie était à ses côtés, rayonnante. J'étais là aussi, fière et émue. Au-dessus de l'entrée principale, une plaque en bronze brillait. « Refuge Jacques », pouvait-on lire, en mémoire d'un homme qui a aimé sans limite. Dans mon discours, j'ai parlé de Jacques, de son amour pour les animaux, de sa sagesse, de sa générosité. Mon mari croyait que le véritable test de caractère d'une société se mesure à la façon dont elle traite ses membres les plus vulnérables, ai-je dit. Les animaux abandonnés, négligés, sont parmi les plus vulnérables. Ce refuge est un témoignage de sa compassion et de ses valeurs. J'ai regardé Sébastien. Et je suis fière que mon fils ait choisi de continuer ce legs, de faire de ce refuge une réalité encore plus grande. Après la cérémonie, alors que les gens se dispersaient pour visiter les installations, Sébastien est venu me rejoindre. Nous nous sommes assis sur un banc dans la cour, regardant les chiens jouer dans l'herbe. Jacqueline dormait paisiblement dans ses bras. « Tu sais, » a-t-il dit pensivement, « il y a 1 an, j'étais l'homme le plus misérable de Paris. J'avais de l'argent, du statut, tout ce que je pensais vouloir. Mais j'étais vide, seul, plein de colère. » Il a regardé sa fille. « Maintenant, j'ai moins d'argent, mais j'ai tout. J'ai une femme que j'aime, une fille magnifique, une mère que je respecte, un but dans la vie. Je suis heureux, vraiment heureux. » Ton père savait, ai-je dit en posant ma main sur la sienne. Il savait que l'argent ne te rendrait jamais heureux. Il savait que tu avais besoin de trouver quelque chose de plus grand que toi-même. Il avait raison, a admis Sébastien. Surtout. Nous sommes restés assis en silence pendant un long moment,
profitant de la paix du moment. Puis Sébastien a dit quelque chose qui m'a profondément touchée. « Merci, maman, pour avoir eu le courage de faire ce que papa avait demandé, pour ne pas avoir cédé quand j'étais horrible avec toi, pour avoir cru que je pouvais changer. » « C'est ce que font les parents, » ai-je répondu simplement. « Nous espérons, nous croyons, nous aimons, toujours. » Ce soir-là, seul dans mon appartement, j'ai regardé par la fenêtre les lumières de Paris. La ville où j'avais vécu toute ma vie, la ville où j'avais rencontré Jacques, où nous avions construit notre vie, où nous avions élevé notre fils. Tant de souvenirs, tant d'émotions. « Nous avons réussi, mon amour, » ai-je murmuré en touchant la photo de Jacques sur la commode. « Notre fils est sauvé. Il est devenu l'homme que tu espérais. Et ton legs continue. À travers le refuge, à travers Jacqueline, à travers tout l'amour que Sébastien donne maintenant au monde. » J'ai souri à travers mes larmes. L'histoire aurait pu se terminer tragiquement. Un fils cupide, une mère brisée, une famille détruite. Mais grâce à la sagesse et à l'amour d'un homme qui avait prévu l'impensable, tout avait changé. Jacques nous avait donné un cadeau. Pas l'argent, pas l'héritage matériel, mais la chance de nous retrouver, la chance pour Sébastien de découvrir qui il était vraiment censé être. Et pour moi, la joie de voir mon fils revenir à lui-même. C'était le plus précieux des héritages. L'héritage de l'amour, de la rédemption et de l'espoir. Et il vivrait pour toujours dans notre famille, transmis maintenant à la petite Jacqueline qui grandirait entourée de ses valeurs.